Des murs de glace, des crevasses sans fond, du vent à 200 km/h, des températures de moins 40 degrés. Eh bien ça, c'est juste un avant-goût des dangers extrêmes qui vous attendent si vous grimpez l'Everest. Et ouais, approchez-vous mes gounches, on va escalader le plus haut sommet de la planète. Un endroit qui fait à la fois rêver et trembler de peur tous les alpinistes. Mais alors comment on se prépare à une telle expédition et combien ça coûte? À quoi ressemblent les nuits, les repas ou même l'hygiène dans cet enfer de glace? Pourquoi on raconte certaines histoires étranges sur cet endroit? Et comment faire pour survivre dans la zone de la mort? D'ailleurs, mini parenthèse, vous savez qu'est-ce qui se cache au milieu des montagnes? Eh bien, c'est une université mythique qui s'appelle Noisuli. C'est en même temps le nom de la saga de romans que je suis en train de créer. Là, il ne reste plus que quelques jours si vous voulez contribuer sur la page de financement. Il se trouve que c'est un énorme succès. On a déjà des milliers de contributeurs en fait qui m'ont fait confiance. Donc peut-être que ce sera aussi vous. En tout cas, si vous voulez voir ce projet, eh bien, n'hésitez pas. Si la curiosité vous en dit, le lien est en description. La campagne se finit dans quelques jours, donc c'est peut-être le moment ou jamais pour vous. Ok, on est reparti. On entame l'Everest. Alors pour commencer, déjà, faut se préparer physiquement et mentalement. Alors l'Everest, c'est l'objectif de toute une vie pour les vrais passionnés de montagne. Et pourtant, il y a seulement que 5000 personnes qui ont réussi à atteindre le sommet dans l'histoire. Donc très clairement, c'est vraiment pas à la portée de n'importe qui. Et vous allez vite comprendre pourquoi. En tout cas là, si vous voulez revenir vivant de cette expédition, vous allez devoir beaucoup vous entraîner. En attendant, eh bien notre cobaye Gustave ici va s'entraîner pour l'Everest. On va voir s'il va réussir. Mais en tout cas, Martine et François Marcini, eux, ils l'ont bien compris du challenge que c'est. Et donc, ces deux Français sont de vrais spécialistes de la haute montagne. Et leur projet ultime, c'est de grimper l'Everest ensemble. Alors, du coup, ils s'entraînent pendant des mois et même des années. Il faut encore et toujours préparer notre corps à souffrir, à accepter la souffrance. Le but est de savoir tenir, de durer, d'avancer pas à pas, quelle que soit la situation. C'est vraiment un conditionnement physique intense. On renforce les muscles, le cardio, les réflexes. Et on prépare aussi notre mental, parce que en alpinisme, il faut savoir s'adapter aux conditions extrêmes et aux dangers. Alors on enchaîne les kilomètres, tant en distance qu'en dénivelé, c'est-à-dire la hauteur qu'on grimpe. Mais malgré tout leur entraînement, leur expédition ne s'est pas finie comme prévu. Et on verra un peu plus loin les deux raisons bien particulières qui les ont forcés à faire demi-tour. En attendant, notre cobaye s'entraîne lui aussi pour ce sommet et il progresse assez vite en vrai. En même temps, vous voyez, il commence à stresser en pensant qu'il va devoir quand même monter 8848 mètres d'altitude. Bref, c'est quasiment 2 fois la hauteur du Mont Blanc ou même 26 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Et là, peut-être vous allez demander, mais pourquoi cette montagne s'appelle comme ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est un nom de famille, celui de George Everest, qui est un géographe britannique du 19e siècle. Et c'est grâce à son travail que l'Everest a pu être mesuré précisément pour la première fois. Donc bon, ok, c'est sympa de s'entraîner, mais il faut aussi prévoir du matos. Des cordes, des crampons, des piolets, un sac à dos, des vêtements chauds. Ou alors, vous pouvez aussi faire comme un certain Wim Hof. Alors si vous le connaissez pas, c'est un gars assez connu quand même pour avoir battu plein de records liés au froid. Et notamment être resté 72 minutes dans un bac rempli de glace. Mais il a aussi couru un marathon pieds nus et en short dans le cercle polaire. Et il a essayé de faire pareil, mais sur l'Everest. Mais il est complètement zinzin! Il est alors monté à 6700 mètres, juste avec des sandales, un short, des gants et une casquette, improbable. Ensuite, il a quand même mis des bottes avec des crampons pour pouvoir grimper. Et à 7400 mètres, par contre, accrochez-vous, il a dû renoncer parce qu'il s'était blessé au pied. Mais ça reste clairement un exploit d'être allé aussi loin avec si peu de fringues quand même. Bon, après, je précise que le soir, il s'habillait quand même un petit peu, il était suivi par une équipe pour sa sécurité. Parce que oui, en plus du matos et de l'entraînement, vous allez avoir besoin d'une équipe. Et ça, le youtubeur Inoxtag, il l'a bien compris. Il y a à peu près un an, il a balancé le plus gros challenge de sa vie et c'était de gravir l'Everest en un an. Et du coup, ça fait à peu près maintenant un an qu'il s'entraîne en faisant du sport, en grimpant des montagnes de plus en plus hautes et difficiles. Et ça, s'il peut être arrivé aussi loin, il le doit aussi à plein de personnes, notamment Mathis Dumas, qui est un guide et un athlète de haute montagne. Mathis monte l'Everest avec moi, c'est mon binôme pour monter. Faut qu'on y arrive tous les deux. Donc ça fait une équipe, toi, Mathis, Sherpa, cadreur. Nous, comme on filme, etc., donc on doit avoir 3 Sherpas pour 2. Les Sherpas, c'est des mecs de sécurité, genre au cas où vous avez un problème, ils peuvent vous redescendre. Voilà, c'est ça, c'est des mecs qui sont là avec toi. Après, je vais pas prendre le mec juste pour qu'il me fasse mes nœuds, qui me pousse là-haut, tu vois. Non, t'as envie de moi je peux le pour faire, de vrai. je peux grimper, tu vois. Et en réalité, la plupart des alpinistes rejoignent une expédition organisée par une agence. Là, l'agence s'occupe alors de l'itinéraire, des points de ravitaillement, de la gestion des risques, du permis. Si vous voulez grimper l'Everest, il vous faut un permis, eh bien il coûte plus de 10 000 €. Et du coup, pour l'obtenir, vous devez fournir un dossier médical et prouver que vous avez de l'expérience. On peut pas balancer un mec qui sort de nulle part, quoi.
Au final, entre le prix de l'agence, le guide, les porteurs, l'assurance, le permis, l'avion, le matériel, eh bien, une expédition pour l'Everest, ça coûte à peu près 70 000 € par personne. Rien que ça. Pour quelqu'un comme Inoxtag, c'est beaucoup plus parce que lui, il a dû payer des gens pour filmer, le coacher. Donc, gros bébé. Enfin, pas Inoxtag, hein, mais l'expérience. Ah oui, bien sûr que non. Et dans son cas, lui, le budget global de son projet dépasse à peu près les 1 million d'euros. Après tous ces préparatifs, la vraie expédition peut commencer. Sauf que très bien, vous êtes au pied de l'Everest et déjà là, eh bien, la montagne vous réserve des surprises. En 2008, Nadir Dendoun est entré dans la légende. Ce franco-algérien est parti grimper l'Everest, mais sans aucune connaissance en alpinisme. Son histoire est tellement dingue que c'est même devenu un livre et puis un film. Et en fait, lui, pour réussir à s'inscrire dans une expédition, il a menti de A à Z, par exemple, sur son expérience, et ça a marché. Une équipe d'Anglais l'accepte. Mais en arrivant au pied de l'Everest, les autres comprennent vite qu'il n'y connaît rien du tout. Et du coup, déjà au camp de base, l'endroit où il débute, il se moque de lui, il l'appelle The French Tokar. On continue son histoire juste après, parce que le camp de base, donc, c'est le point de départ pour monter l'Everest, et c'est un endroit avec plein de tentes, au milieu de la neige et des cailloux, à 5400 mètres d'altitude. Bref, les alpinistes restent quand même pas mal de temps à cet endroit, le temps de s'acclimater. L'acclimatation, là, c'est quand on habitue son corps aux conditions extrêmes de l'altitude. Parce que ici, au camp de base, le vent est froid et violent, et il fait à peu près moins 20 degrés en moyenne. Surtout qu'en vrai, à cette altitude, il y a à peu près 2 fois moins d'oxygène que quand vous êtes à Paris ou à Lyon, quoi. Donc c'est déjà 2 fois plus difficile de respirer, et plus vous allez monter, plus ce sera dur, parce que moins il y aura d'oxygène, et moins vous aurez de force. Et donc là, pendant cette acclimatation, notre cher Nadir, le French Tokar, il a bien morflé. Il faut compter environ 40 jours pour s'acclimater. On monte pour essayer de respirer un peu en altitude, puis on redescend au camp de base, puis on remonte un peu plus haut, et ainsi de suite. C'est un peu comme pour la plongée sous-marine, le corps doit s'habituer progressivement. C'est dur, c'est naze, faut être honnête. Il y a que quand c'est fini que tu prends du kiff. Pour moi, ça a été des semaines horribles. Tu restes dans une tente, tu manges pas, tu marches tout le temps. Tu dors pas parce qu'au-dessus de 3000 mètres, c'est dur de s'endormir. Comme j'étais le plus nul, j'arrivais 3 heures après les autres, complètement claqué. Toutes les expéditions passent par ce stade d'acclimatation. C'est vraiment important. Et c'est le meilleur moyen pour ne pas trop souffrir, notamment face au mal des montagnes. Mais ça, j'en parlerai plus tard. En parallèle, vous allez manger à chaque repas des plats réhydratés à base de neige fondue. Là, vous le voyez, notre cobaye, il a pas l'air d'aimer trop ça. Ou alors peut-être que c'est l'odeur ignoble qui le dérange. Faut le dire, mais en fait, il y a des alpinistes qui laissent leurs poubelles derrière eux. D'ailleurs, pas que leurs poubelles. Comment ça? On aurait trouvé à peu près 3 tonnes d'excréments humains entre le camp de base et le sommet. Et jusqu'à maintenant, la plupart des grimpeurs allaient faire leurs besoins un peu plus loin. Sauf que comme il fait froid, leur matière fécale ne se décompose pas. Donc, les odeurs s'accumulent et deviennent de plus en plus fortes au fil des années. D'ailleurs, depuis 2024, il y a même carrément une loi qui oblige les grimpeurs à repartir avec leur merde. Au sens propre, quoi. Ça me dégoûte. En attendant, ça paraît fou, mais certains alpinistes tombent malades à cause de la merde des autres qui a été laissée sur le chemin. Donc c'est un peu chiant de dire « Ouais, j'ai grimpé l'Everest, mais bon, j'ai dû redescendre parce que j'étais malade à cause du caca. » En même temps, faut dire au niveau de l'hygiène, on n'est pas au max. Donc là, vous voyez, notre cobaye, il doit se laver vite fait avec des lingettes de temps en temps, et c'est tout. Sauf que, en vrai, c'est pas le bon moment de tomber malade. Parce qu'au moins petit problème de santé, même un rhume, vous risquez d'être évacué. Et donc, finito l'Everest, finito les 70 000 €. Donc bon, là, vous voyez déjà le camp de base, c'est quand même haut, c'est plus haut que le Mont Blanc, je disais, c'est quand même un endroit très extrême. Par exemple, c'est pas ici qu'on aurait envie de se marier. Enfin, presque. Parce que un couple d'Américains l'ont fait. Et eux, après 1 an d'entraînement physique, ils ont grimpé jusqu'au camp de base où ils se sont mariés. Là, les photos sont un peu originales quand même. Mais bon, ce qui est original aussi, ce sont les bruits étranges que notre cobaye Gustave entend la nuit. Et effectivement, la nuit, on peut entendre de gros craquements assez inquiétants et particuliers. Par exemple, en 2018, une équipe de scientifiques a finalement trouvé l'explication. Quand la nuit tombe, la température peut chuter rapidement et très vite ça peut chuter de 20 degrés. C'est une sorte de choc thermique qui fait que ça peut fissurer la glace et provoquer donc ces fameux craquements assez flippants. Mais bon, après plusieurs semaines avec notre cobaye à vous acclimater, vous êtes prêts. Mais il faut encore attendre la bonne météo, tout simplement parce que votre vie en dépend. D'ailleurs, de toute façon, quoi qu'il arrive, votre vie va bientôt être en danger. Quand la météo est bonne, tous les groupes qui attendaient se lancent enfin. Et donc il y a plusieurs dizaines de personnes qui partent en même temps du camp de base. C'est vraiment la colonie de vacances. Mais hélas, tout le monde n'arrivera pas jusqu'en haut. Tout comme les premiers alpinistes qui ont essayé de monter l'Everest. Parce que, en fait, la toute première tentative à grimper cette montagne gigantesque, c'était finalement il n'y a pas si longtemps. Enfin, c'était en 1921. C'est quand même assez récent. Et là, les gars de cette époque, ils ont dû faire demi-tour vers 7000 mètres d'altitude à cause de vents trop violents. Et là, les années suivantes, de nouvelles équipes tentent encore et encore. Et à chaque fois qu'ils y vont, ils vont toujours un peu plus haut
haut, mais sans jamais atteindre le sommet. Et ça dure comme ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et donc vous, de votre côté, le premier jour, vous allez passer du camp de base au camp numéro 1 qui se trouve lui à 6000 mètres d'altitude, donc un peu plus de 1000 mètres plus haut, quoi. Là, il va falloir traverser la cascade de glace du Khumbu, qui est d'ailleurs l'un des endroits les plus mortels du trajet. C'est une zone avec plein de crevasses mortelles et de blocs de glace qui peuvent facilement tomber. Et en 2014, un bloc de glace derrière de la taille d'un immeuble s'est détaché de cet endroit. À partir de là, 16 personnes ont été tuées par l'effondrement et l'avalanche que ça a entraîné. Et le truc, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus d'avalanches. Et d'ailleurs, l'une d'elles a été filmée récemment, et regardez. Right, stay together, and we try to... En tout cas, en 1975, la japonaise Junko Tabei est ensevelie sous une avalanche, mais elle a réussi, elle, à s'extraire. Et quelques jours plus tard, elle devient la première femme du monde à atteindre le sommet. Bref, en tout cas, vous, votre trajet continue, et le jour d'après, vous grimpez jusqu'au camp numéro 2, lui, 500 mètres plus haut, à 6500 mètres. Et là, sur le chemin, vous risquez de devoir enjamber, du coup, des cadavres. Au total, il y a à peu près plus de 300 personnes qui sont mortes sur l'Everest. Et le truc, c'est que vous dites, oui, mais du coup, on les retire du sommet et tout. Pas du tout. On laisse les cadavres sur place, qui sont en fait trop compliqué à redescendre dans ces conditions. D'ailleurs, étonnamment, certains cadavres sont même devenus des repères pour les grimpeurs. Et notamment, par exemple, le plus célèbre, c'est le Green Boots, qui était un alpiniste qui est décédé sans doute en 96 en redescendant. Mais il y a aussi la Salutation, qui est l'un des premiers cadavres visibles, ou encore même la Beauté endormie. Imaginez, si tout à coup vous voyez un autre alpiniste qui est vraiment en difficulté, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il se trouve qu'en 2006, un groupe trouve un homme recroquevillé dans une grotte juste à côté du chemin. Ils vont sur place et ils se rendent compte, il est vivant, mais il n'a pas son masque à oxygène. Il ne réagit même pas. Et au total, en fait, il y aura une quarantaine d'autres alpinistes qui vont passer devant David au fil des heures, qui vont parfois s'arrêter un petit peu, mais qui vont continuer vers le sommet. Et donc, ils le voient tous un par un, il est toujours vivant, mais il se met à geler petit à petit, sous leurs yeux. Certains vont essayer de l'aider, sauf que ça ne va pas suffire. En tout cas, ça dure des heures comme ça, mais à un moment, la température remonte un peu, et là, tout à coup, le mec peut parler et prononcer quelques mots, et il dit alors: Mon nom est David Sharp. Je fais partie d'Asana Trekking et je veux seulement dormir. Malheureusement, David finit par mourir de froid sur place. Parce qu'en fait, ça paraît fou, mais sauver quelqu'un à cette altitude, c'est presque une mission impossible. Enfin, presque impossible, puisque l'année dernière, un Sherpa, il l'a fait. L'info d'ailleurs a fait le tour du monde, et ça avait même été filmé. Et sans ce Sherpa, cet alpiniste serait d'ailleurs condamné à mourir quelques heures plus tard. Et donc, à la fin de la troisième journée, là, vous arrivez au camp numéro 3 à 7200 mètres. Et là, après des heures à marcher, à escalader, grimper, tomber dans le froid, vous essayez de vous reposer. Mais c'est quasiment impossible de dormir, car l'oxygène est de plus en plus rare. Le truc, c'est que quand vous manquez d'oxygène, votre cerveau et votre corps se met à stresser, et le stress, ça aide pas à s'endormir. Et là, notre cobaye Gustave va vraiment s'en rendre compte en réussissant à monter au camp numéro 4, qui est d'ailleurs le dernier camp. Là, la difficulté, c'est pas la distance, c'est pas non plus les obstacles à escalader. Parce que en vrai, entre le camp de base et le sommet, il y a que 15 km de marche. Quand vous êtes sur du plat, vous les avez fait tranquillou en 3 heures. Sauf que là, c'est l'Everest, et à partir de 7500 mètres, 99% des alpinistes prennent de l'oxygène. Parce que sans masque et sans bouteille, le moindre pas, le moindre effort demande un effort énorme pour notre corps. Et ça, Inoxtag, il l'a bien découvert pendant son entraînement. C'est une sensation qui est horrible, t'as l'impression que ton corps il est au ralenti, ton cœur il bat à 150, il dépasse pas 150 BPM, mais t'avances vraiment pas du tout. Genre 500 mètres, je les ai fait en 6 heures. Et le risque aussi derrière tout ça, c'est d'avoir le mal de l'altitude, qu'on appelle aussi le mal aigu des montagnes. Et en réalité, ça peut arriver beaucoup plus bas. Mais normalement, comme vous vous êtes acclimaté pendant 40 jours du coup au camp de base, vous avez évité ça. Sauf que, en vrai, l'année dernière, 17 personnes sont mortes du mal des montagnes sur l'Everest. Parce que même si elles s'étaient acclimatées avant, après 7000 mètres d'altitude, ça peut revenir. Là, à ce moment-là, en fait, imaginez, vous avez hyper mal à la tête, vous vomissez, vous ne dormez pas, vous n'avez pas faim. Les poumons et le cerveau peuvent prendre très cher jusqu'à ce qu'à un moment, c'est trop, vous tombez dans les vapes, ça entraîne un coma. À 7000 ou 8000 mètres d'altitude, aucun hélico peut monter aussi haut. S'il y a un pépin, c'est pour votre pomme. C'est pas bon signe. Alors, par exemple, en 2006, Lincoln Hall est atteint, lui aussi, du mal des montagnes à plus de 8000 mètres d'altitude de l'Everest. Les Sherpas essayent de l'aider à redescendre, sauf que pour lui, impossible. Lincoln n'arrive plus à bouger, il est trop fatigué et il le laisse là. En fait, le truc, c'est que quand vous aidez quelqu'un qui a vraiment trop peu d'énergie, ça vous demande beaucoup plus d'efforts pour le tirer. Et là, comme vous avez juste de l'énergie pour vous-même, pour pouvoir avancer, vous pourrez pas en avoir pour une deuxième personne. Et donc là, vous prenez le risque de mourir avec lui. Les Sherpas redescendent pour prévenir sa femme que, il est probablement mort. Et là, le lendemain matin, il y a une autre expédition pour gravir l'Everest. Et les gars, ils découvrent Lincoln assis au bord d'un ravin, en t-shirt, sans aucun gant, ni même bonnet, ni même masque d'oxygène. Là, Lincoln se tourne vers eux et il leur dit calmement: j'imagine que vous êtes surpris de me voir ici. Alors déjà, faut savoir, il a toujours le mal des montagnes à ce moment-là. Il a des engelures, mais il est capable de marcher. Alors, entre-temps, il a quand même perdu le bout de ses doigts qui ont complètement gelé, ainsi qu'un orteil, mais il a survécu. Donc, exceptionnel. Donc là, vous avez quand même une petite pensée pour lui en arrivant au camp numéro 4. Et ce camp, il se trouve à 7900 mètres d'altitude, juste en dessous de ce qu'on appelle la zone de la mort. Et vous allez vite comprendre pourquoi on l'appelle comme ça.
Alors, la dernière montée du camp, 4, commence normalement la nuit vers 23h. Et là, il faut environ 10 heures pour atteindre le sommet de l'Everest. Là, vous cumulez la fatigue des dernières semaines à mal dormir, à faire des efforts physiques, mais ce n'est pas le moment de lâcher. Et là, en fait, il vous reste certains des passages les plus dangereux à franchir. Et donc, la zone de la mort commence, elle, un peu en dessous de 8000 mètres. Et on l'appelle comme ça parce que, à partir de là, c'est quasiment impossible d'y rester trop longtemps. Sinon, vous mourrez, quoi, tout simplement. Nickel. Et même avec des bouteilles d'oxygène, ça ne suffira pas. Le froid sera bien plus fort que vous. Par exemple, Martine et François, donc là le couple dont j'avais parlé au début de la vidéo, ils s'en sont bien rendus compte. Parce que malgré toute leur préparation et le fait qu'ils voulaient à tout prix grimper l'Everest sans oxygène, eh bien ils utilisent malgré tout l'oxygène à partir du camp numéro 3. Et à 8500 mètres, Martine perd la vue à cause du froid et du vent. Là, le couple alors décide d'abandonner pour que Martine retrouve la vue en redescendant. Et c'est hyper frustrant puisque chaque année, des alpinistes sont forcés d'abandonner à quelques centaines de mètres du sommet. D'ailleurs, certains alpinistes décrivent ce qu'on ressent dans la zone de la mort. Et pour eux, en fait, ce serait comme courir un tapis de course en respirant dans une paille. On m'a dit, c'est pas facile, quoi. En tout cas, en partant du camp numéro 4, là, il y a une longue montée raide, puis une grande zone plate. Et là, souvent, les grimpeurs en profitent pour faire une pause et changer leur bouteille d'oxygène. Par exemple, en 2019, une équipe a réussi à installer la station météorologique la plus haute du monde. D'ailleurs, un peu plus loin, vous arrivez au passage de Hillary, pile quand le jour se lève. Alors, de base, c'est un mur de roche vertical de 12 mètres au-dessus du vide et impossible à contourner. Et ce mur, il a été appelé comme ça en honneur d'Edmund Hillary. Parce qu'avec Tenzing Norgay, ce sont les 2 premières personnes qui ont atteint le sommet en 1953. Donc bien après que les gens se sont dit « Putain, on va gravir l'Everest ». Mais en 2015, un tremblement de terre dans la région a rendu ce passage beaucoup plus simple. D'ailleurs, pour l'anecdote, en 2003, le fils d'Edmund Hillary est allé sur l'Everest lui aussi et il est arrivé quasiment le jour des 50 ans de la première ascension. Et là, une fois en haut, il a téléphoné à son père grâce à un téléphone satellite. Voilà, quand tu reçois l'appel, t'as pas envie de le laisser passer. Enfin bref, vous continuez à grimper avec notre cobaye, la Gustave, et vous êtes plus très loin du sommet. Mais il reste un autre dernier passage mortel. Parce que là, vous devez marcher sur une crête large d'à peu près 50 cm avec le vide des 2 côtés. Là, vous dites, t'as un chaud quand même, mais ce qui est plus chaud, c'est que ces dernières années, il y a eu des embouteillages à cet endroit. Là, les photos, vous les voyez, ça a fait le tour du monde. Improbable quand même. Les mecs, ils font la queue pour pouvoir monter. Et justement, il n'y a pas si longtemps, ces embouteillages, ils ont causé la mort de 4 personnes. Les grimpeurs prévoient des bouteilles d'oxygène selon une estimation du temps d'ascension. Avec les embouteillages difficiles à prévoir, leur réserve diminue. Certaines personnes se retrouvent à attendre des heures, dans le froid et le vent, au bord du vide. Et ils viennent ainsi à manquer d'oxygène. D'autres personnes tentent de redescendre avant l'arrivée au sommet, car elles savent qu'elles n'y arriveront pas à temps. Mais elles se retrouvent elles aussi bloquées, dans l'autre sens, par le monde et meurent de cette manière. Et au total, il y a à peu près une 50aine de cadavres visibles rien qu'aux alentours du sommet. C'est assez glauque, il faut y être préparé mentalement. Et d'ailleurs, au sommet, il y a un endroit qui s'appelle la vallée arc-en-ciel. Et là, le nom vient de tous les vêtements multicolores des alpinistes qui sont morts ici. Et là, après toutes ces épreuves, avec notre cobaye, félicitations, vous êtes arrivé au sommet, sur le toit du monde. Et là, d'ailleurs, Nadir Dendoun, vous savez, le French tocard dont on a parlé tout à l'heure, lui aussi, il a réussi. Le gars était même pas préparé, quoi. Et à ce moment-là, comme il le dit, il avait l'impression d'être dans un décor de film tellement c'était beau. Avec toutes les autres montagnes autour, qui, même si elles étaient grandes, parce qu'elles faisaient quand même 7000 mètres d'altitude, avec les quasi 9000 mètres de l'Everest, elles semblaient minuscules. Nadir, à ce moment-là, se sentait invincible, avec l'adrénaline et la joie d'avoir réussi. À cette altitude, au sommet de l'Everest, il y a à peu près que 30% d'oxygène par rapport au niveau de la mer. Donc, pour pouvoir encaisser ça et survivre, votre cœur a besoin de battre beaucoup plus vite et votre sang s'épaissit. Et pour l'anecdote, en 2009, des médecins ont prélevé leur sang au sommet de l'Everest et ils ont constaté que c'était le plus bas taux d'oxygène jamais observé dans du sang. La température au sommet de l'Everest était d'environ moins 40 degrés. Avec la raréfaction d'oxygène, la sensation de froid est amplifiée. On ressent plutôt moins 60 degrés. On n'arrive pas à se réchauffer, nos gestes sont lents et impossible de courir sur place. À cette altitude, notre respiration rappelle un grand volume d'air et tout cet air est très froid. Ce froid est saisissant, épuisant. Alors déjà, là, arriver au sommet, c'est déjà un exploit. Mais certaines personnes se lancent des défis encore plus fous. Par exemple, normalement, aucun hélicoptère ne peut voler jusqu'au sommet de l'Everest puisque il n'y a pas assez d'air, c'est trop peu dense et en même temps c'est trop dangereux puisqu'il y a des vents à 200 km/h. Pourtant, en 2005, le pilote français Didier Delsal a atterri au sommet de l'Everest en hélico. Et pour prouver que c'était pas juste un coup de chance, il l'a refait le lendemain. Voilà l'extrait donc. Et il y a aussi le record de Kilian Jornet, qui est un alpiniste qui est très reconnu dans le milieu, parce que lui, en 2017, en partant du camp de base, il a mis 26 heures pour arriver jusqu'au sommet de l'Everest. Et surtout, il l'a fait sans masque à oxygène, sans corde et sans Sherpa. Comment c'est possible ?
Et là vous dites, bah génial, super, on a réussi. Non, 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 il reste encore le plus chaud pour la fin, la redescente. Alors c'est bien beau, le toit du monde, machin, mon cul et tout, mais à un moment, il faut quand même redescendre. Et là, vous allez devoir affronter chaque danger une deuxième fois, mais avec encore plus de fatigue. Au niveau de l'Everest, la plupart des décès surviennent non pas quand tu es en train de monter et que tu es super vigilant, mais au moment où tu redescends, où tu te dis, putain, c'est bon, là, je suis un champion, hop, 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 et ouf, tu tombes. Et donc c'est très dommage de mourir au moment où tu as réussi. D'ailleurs, certains alpinistes sont morts en redescendant à quelques mètres seulement du camp 4. Et c'est très vicieux, il suffit de mettre trop de temps à redescendre, de pas être assez concentré, de pas avoir vu un danger. Et ce qui fait que quand tu es au sommet de l'Everest, tu restes pas pendant 3 heures en train de siroter une limonade. Tu restes quelques minutes, tu savoures et tu te casses. Sauf une personne quand même, un certain Baka Kumar Rai, aussi appelé Maître suprême Godangel. Il se la pète un peu, mais il est très gentil. Et lui, en fait, ce gars, c'est un gourou du Népal qui a fondé sa propre secte. Et ce gourou serait resté pendant 32 heures au sommet de l'Everest, dont 27 heures à méditer et 11 heures avec un masque à oxygène. Après, malgré nos recherches, en vrai, on n'a pas exactement trouvé une info fiable qui le validait, donc à prendre avec des pincettes. Par contre, néanmoins, il y a quand même des vrais records sur des gens qui ont réussi à monter et descendre l'Everest. Par exemple, un Japonais l'a fait à l'âge de 80 ans, 4 mois après une opération du cœur. Et la femme la plus âgée à gravir l'Everest, elle, était une Japonaise et elle avait 73 ans. Et quant à l'âge le plus bas, on avait 2 jeunes qui avaient 13 ans avec 2 expéditions différentes. Il y a aussi une personne qui avait monté l'Everest alors qu'elle avait plus de jambes, elle avait des prothèses à la place et il y avait même un aveugle. Mais bon, en tout cas, dans des conditions normales, voilà, dans votre cas, comme celui de Gustave, le retour au camp de base, ça prend environ 2 jours. Et par exemple, dans le bouquin Ascent to Hell, l'alpiniste Fergus White raconte sa redescente. J'ai mis 12 heures pour monter du camp 4 au sommet et seulement 3 heures pour redescendre. La descente est beaucoup plus facile. Cette fois, la pesanteur ne nous freine plus, elle nous aide. En revanche, le manque d'oxygène dans la zone de la mort apporte un niveau d'épuisement qui est tout simplement indescriptible. En arrivant à quelques mètres du camp 4, j'étais persuadé que j'allais m'effondrer et mourir ici, avant même d'atteindre les tentes. Une fois en dessous du camp 4, je sentais mes forces revenir. L'air était enfin plus dense, avec plus d'oxygène. Après, vous pouvez aussi redescendre de manière beaucoup plus vite grâce à des méthodes pas très conventionnelles. Par exemple, en 1970, Yushiro Miura est devenu la première personne à redescendre l'Everest en ski. Et en 2000, un Slovène a même mis seulement 5 heures pour skier entre le sommet et le camp de base. Mais cependant, c'est le Français Jean-Marc Boivin qui détient le record de la descente la plus rapide, que lui c'était en 88, et il s'est lancé en parapente du sommet et il a atterri au camp 2 après seulement 12 minutes. Après, bien sûr, tous les cas, ça reste hyper dangereux. Par exemple, il y en a un qui avait tenté de le faire en snowboard, un certain Sifredi, il a essayé de le faire en snowboard du coup et c'est pas passé, donc il est mort. En réalité, personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé ou ce qu'il a disparu. Et si on continue du coup dans les trucs un peu chelous, par exemple, Jeremy Windsor, en 2008, lui, à 8200 mètres d'altitude, il a rencontré un homme du nom de Jimmy. Il l'a accompagné, il l'a encouragé à descendre avant de disparaître sans laisser de traces. Et bien plus tard, Jérémy a compris qu'en fait, cet homme n'avait jamais existé, à part dans sa tête. Cette hallucination, c'est un phénomène qui arrive quand même souvent sur l'Everest. D'ailleurs, le terme exact, c'est psychose isolée de haute altitude. Alors de base, quand vous avez ces hallucinations, c'est très très dangereux parce qu'elles peuvent provoquer des accidents mortels. Là, la personne peut alors se perdre en chemin, se perdre ou se blesser. Heureusement, la grande majorité des alpinistes redescendent à pied sans hallucination. Et là, quand on arrive en bas, notre corps recommence à fonctionner normalement. En tout et pour tout, l'expédition dure 2 mois. Quand même énorme. Et en comptant là-dedans l'acclimatation. Donc c'est super long. D'ailleurs, après ça, beaucoup d'alpinistes mettent du temps à se remettre complètement de leur ascension. Et ils restent alors fatigués pendant des jours, voire même plusieurs semaines. Et pourtant, ça n'empêche pas plusieurs personnes de remonter l'Everest. Notamment les Sherpas, donc les porteurs, puisque c'est quand même leur job. Par exemple, le Népalais Kamirita Sherpa. C'est un Sherpa et en même temps, dans son nom de famille, il y a Sherpa. C'est complètement fou. Et lui, il détient un record historique puisque l'année dernière, il est arrivé au sommet de l'Everest pour la 27e fois de sa carrière. Autant dire qu'il connaissait le chemin par cœur. Après, peut-être qu'il y retournera cette année avec Inoxtag. En tout cas, voilà le podcast. J'espère que ça vous a plu. Que dire de plus si ce n'est que vous pouvez aller voir toutes les autres vidéos qui vous attendent. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et je le rappelle, la campagne de financement de Noisuli s'arrête dans quelques jours. Donc si vous voulez pas louper votre chance, n'hésitez pas à cliquer sur le lien.